Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Bonjour Marina, aujourd'hui on a une invitée. Oui, on a de la chance. On a Valentine Nancio qui est avec nous. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Valentine, tu as créé psychoéducation.be. Tu as fait une licence en psycho et ensuite tu t'es spécialisée en psychoéducation au Canada, qui est quand même un pays qu'on admire pour justement toutes ces avancées à ce niveau-là. Et donc, tu veux peut-être nous présenter psychoéducation.be, un peu nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, j'ai co-créé avec mon associée Stéphanie de Chatzen psychoéducation.be je ne compte plus les années. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'occupe de dispenser de la formation pour les professionnels de l'éducation et toute personne intéressée, en tout cas, par nos sujets, qui touchent beaucoup, entre autres, l'intelligence émotionnelle, mais les besoins spécifiques des enfants et des adolescents. Notre envie, c'est que chacun puisse trouver sa place dans le monde, quelle que soit sa singularité. Et donc pour ça, on fait pas mal de projets, de la formation, une plateforme d'e-learning, on crée des médias, on a une gazette, on a aussi un podcast où Marina intervient d'ailleurs, et on a un e-shop où on distribue des livres, des jeux. On a une maison d'édition également, parce que on s'ennuyait et on s'est dit qu'on allait éditer des trucs. Mais donc, justement, à propos de livres, le dernier livre, il est consacré donc à l'intelligence émotionnelle. Exactement. L'idée, c'était quoi? De vulgariser un peu ce concept? Tout à fait. Donc, on sait que l'intelligence émotionnelle est responsable de 80% de nos succès. Et Stéphanie et moi, nous sommes de très mauvaises élèves. On a un parcours scolaire toutes les deux plutôt chaotique. Et donc, on s'est sentis bêtes vraiment très longtemps. En tout cas, pour ma part, je parle pour moi. Je suis pas sûre que Steph se sentait bête, mais moi, en tout cas, je me suis vraiment sentie demeurer longtemps parce que mes bulletins me disaient que, en fait, j'avais pas le niveau, quoi, en tout cas, je ne convenais pas. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre évidemment des belles personnes sur mon chemin qui m'ont convaincue du contraire. Donc voilà. Et puis, quand j'ai entendu, c'était Dany Beaulieu à l'époque, qui me parle d'intelligence émotionnelle, qui me dit qu'elle est responsable de 80%. Je dis, mais c'est pour ça en fait que je m'en tire. C'est parce que finalement, j'étais pas si mauvaise de ce point de vue-là, mais on me l'avait jamais vraiment dit. Et donc j'ai commencé à bouquiner beaucoup là-dessus. Alors il y a un gros ouvrage de Goleman qui est sorti dans les années 70, je pense, mais qui est quand même indigeste pour le tout public. Et donc on s'est dit, avec Steph, il faudrait qu'on écrive un livre là-dessus, parce que tout le monde doit savoir en fait que cette intelligence émotionnelle, en fait, elle est à la portée de chacun, et que c'est pas du blabla, que c'est vraiment très important. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer ce bouquin. Alors si on décortique un peu tout ça, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est, comment Alors voilà, c'est basique ce que je veux dire, mais c'est utiliser ses émotions avec intelligence. Et en fait, je trouve que c'est déjà, ça n'a l'air de rien, une petite phrase, mais en fait, c'est déjà ne pas avoir peur d'elle, parce qu'aucune n'est dangereuse. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de le dire aux enfants, mais il y a beaucoup de parents aussi qui sont très contents d'entendre ça, parce qu'en fait, tous les adultes ne sont pas très à l'aise avec leurs émotions. J'ai d'ailleurs en consultation des parents qui viennent avec leurs enfants et puis qui reviennent la fois suivante sans leurs enfants en disant, en fait, c'est très intéressant ce que vous racontez, j'aimerais bien vous parler de mes émotions. Donc aucune émotion n'est dangereuse, et donc déjà c'est la conscience de soi, c'est vraiment comprendre que quand on a une émotion qui nous traverse, c'est de la regarder, de l'écouter et de voir qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, en fait, tout simplement, sans la craindre. Et parfois, c'est agréable, la joie, c'est plutôt sympa. Donc, il y a Armella qui a écrit une belle petite BD qui s'appelle Émotions, enquête et mode d'emploi, et qui parle de cette petite boussole et du mouvement des émotions, que la joie, elle nous raconte qu'elle nous permet d'avancer. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie, continue ce que tu es en train de faire, c'est juste, quoi. La peur, elle nous dit recule, fais gaffe, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, parfois la peur nous raconte des histoires, donc c'est important d'allumer quand même son cerveau pour vérifier si le danger est réel ou si finalement, en fait,
la voix peut quand même être libre. Et puis la tristesse, elle nous dit, fais un petit break, lâche, arrête de te battre, pleure un bon coup, reste sous la couette s'il faut, et voilà. Mais donc prends un petit temps pour toi. Et la colère, elle nous dit quelque chose de l'ordre de la limite. Ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord, et donc voilà. Et donc je trouve que c'est très utile en fait. Donc aucune émotion n'est dangereuse, c'est vraiment une petite boussole interne qui nous dit finalement quoi faire face au petit carrefour qu'on rencontre dans la vie. Donc la conscience de soi, c'est déjà comprendre cette petite boussole intérieure. C'est intéressant parce que tu te dis, ça m'a sauvée, ça m'a probablement aidé à avancer, cette intelligence émotionnelle. Et je me dis, en fait, effectivement, tu l'as de manière peut-être innée, mais tout le monde ne l'a pas de manière innée. Il y a vraiment des grosses différences, je pense. Et donc, on parle, l'intelligence, le QI, traditionnel. Certains l'ont peut-être plus haut que d'autres. Mais l'intelligence émotionnelle, il y a aussi un QI, on pourrait dire, effectivement, qui est différent d'un à l'autre. Et donc, quelque part, l'idée, ça va être de comment est-ce qu'on peut... parce que moi, je suis thérapeute et j'accompagne des gens. Ma question, c'est toujours comment est-ce qu'on peut aider les gens, évidemment, à développer cette intelligence émotionnelle. Puisque... Donc, je dirais, si les parents, déjà, l'incarnent, parce qu'il y a la théorie, mais il y a aussi l'incarner. Pour moi, c'est deux choses très différentes. Les parents, les enseignants, toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants incarnent cette intelligence émotionnelle, mais vont pouvoir la transmettre très bien. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes enfants et je vois quand même qu'il y a des choses qui changent, qu'on parle d'émotions, qu'il y a des petites phrases. Je sais pas, ma fille me dit « Tu es parfaite telle que tu es ». Elle a 7 ans. Je suis là, oh, j'aime bien, comment tu me dis ça? Oui, c'est ma prof de bien vivre ensemble qui m'a dit ça. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui bougent, en tout cas. Moi, ce pas des phrases qu'on me disait quand j'étais petite, par exemple. Donc, je me dis qu'il y a quand même des personnes qui transmettent des belles choses dans les écoles. Je vois une génération un tout petit peu plus jeune que la mienne qui consulte beaucoup, des parents qui disent « J'en ai marre de me fâcher sur mes enfants ». J'ai des papas qui disent « Voilà, mon papa il se fâche beaucoup sur moi, mais en fait, je ne veux pas être ce père-là. Quand mon enfant vient réveiller une colère en moi, je ne veux pas taper sur la table, je ne veux pas lui hurler dessus, mais je ne sais pas quoi faire. » Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose en mutation qui se passe. Donc, je suis très confiante, je suis très contente aussi de voir ça. C'est pas encore noté dans les bulletins. C'est encore maths, français, sciences. Effectivement. Il y a quand même le comportement qui ressemble un petit peu, mais c'est quand même une page ailleurs. Enfin, c'est pas côté, quoi. Enfin, après, c'est difficile à côté, vous allez me dire. Mais voilà, je trouve qu'il devrait y avoir, en tout cas, quelque chose de mis en avant de ce point de vue-là, parce que, voilà, c'est même plus important que les maths, finalement, et le français. Donc, je dirais ça. Pour répondre à ta question, c'est que des adultes qui entourent les enfants l'incarnent pour mieux le transmettre. Et puis, si les enfants l'incarnent, enfin, je veux dire, la boucle est bouclée, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, qui se transmet. Et voilà, il y a peut-être plus d'apaisement qui pourrait arriver et moins de crainte, finalement, de ce tourbillon émotionnel. Et là, j'arrive à la maîtrise de soi, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on vit une émotion désagréable, il y a plusieurs façons de réagir, quoi, de s'adapter, parce que c'est vraiment désagréable d'avoir très peur, ou d'être très en colère, ou d'être très triste. Oui, c'est vraiment douloureux, quoi. Donc, soit ce qu'on peut faire, c'est se couper et dire que ça n'existe pas. Voilà, alors... peut arriver des somatisations ou de l'irritabilité, parce qu'en fait une émotion tant qu'elle n'est pas entendue, elle continue de frapper à la porte. Ou alors on peut la faire sortir, se contrôler. Il y en a beaucoup qui se contrôlent et qui se parlent, qui disent non mais je peux pas être triste, ou je peux pas être en colère, ou je peux pas me fâcher. Et donc là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment donné, c'est l'effet volcan ou cocotte minute qui fait qu'à un moment donné on vomit son émotion n'importe comment, de manière... N'importe où aussi, oui, n'importe où, surtout sur les gens qu'on aime le plus en plus, donc c'est quand même souvent voilà, c'est là que ça lâche. C'est là que ça lâche, et donc ça peut être vraiment désastreux, quoi, pour certains, parce que voilà, c'est terrible. Et donc voilà, je dirais qu'il y a ces stratégies adaptatives là qui sont pas tellement géniales, qui sont quand même utilisées par la majorité, je pense, des gens. En tout cas, je parlais de la génération de nos parents, t'es fort là-dedans, quoi. Soit on intériorise, soit on vomit, mais il n'y avait pas tellement d'utilisation adéquate. Il n'y a pas cette conscience, en fait, de l'utilité des émotions, justement. Moi, j'ai été élevée à domine-toi et mort sur ta chic. Oui. Donc, c'est des mots qu'on m'a dit toute ma vie, quoi. Et donc, voilà, je ne sais faire ni l'un ni l'autre. C'est impossible.
Donc je suis pas du genre à pouvoir intérioriser. Et donc du coup, moi je vomissais. Mes émotions, je les ai vraiment dégobillées longtemps. Et puis jusqu'à un moment donné, j'en avais marre, quoi. Je me suis dit, mais non, mais en fait, ça n'est pas possible. Je peux pas. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu ces BD d'Armella, Émotion, enquête et mode d'emploi, je me suis dit, mais merci d'avoir écrit ça. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Vraiment, je les relis chaque été, vraiment. Et chaque été, il y a quelque chose qui résonne chez moi. Et je me dis, ah mon Dieu, ben oui, là, je suis triste, ou là, j'ai peur, ou là, je suis en colère. Eh ben, je sais que je vais simplement aller regarder cette émotion dans les yeux et vraiment être douce avec elle, quoi. Il y a même ma peur, j'explique à mes patients que je l'appelle Jacqueline. Je dis, Jacqueline, qu'est-ce qui se passe? Et donc vraiment d'apprivoiser et donc du coup ils trouvent un autre prénom et donc vraiment de pouvoir vraiment les matérialiser et ça dure quelques minutes en fait, ça ne prend pas de temps, ça ne consomme pas d'énergie et je me dis mon Dieu que se contrôler, se contenir prend plus d'énergie que simplement prendre un petit rendez-vous avec Jacqueline pendant 2 minutes, boire un petit verre d'eau ou parfois passer une après-midi sous la couette. En fait ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave, on peut être déprimé, c'est pas pour ça qu'on va devoir prendre des antidépresseurs pour l'éternité, rien à voir. On peut avoir un chagrin dans la vie, c'est ok en fait. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire à son émotion, c'est vraiment de lui donner un petit rendez-vous comme on ferait avec un copain ou une copine, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est très apaisant. Et d'enseigner ça aux enfants aussi, ils le comprennent, ils sont pas tous capables de le faire très vite, hein, mais voilà, ça se sème. Et de nouveau, ça s'enseigne par l'incarnation en le faisant. Voilà, plus on grandit, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Et en fait, après, c'est comme une danse. On valse avec son émotion. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc là, on arrive tout doucement, si je comprends bien, au 3e axe. Le premier axe de l'intelligence émotionnelle, c'était plutôt la conscience de soi, puis la maîtrise de soi dont tu as parlé. Et puis là, on arrive tout doucement à l'empathie. Pouvoir... Alors l'empathie, ça, c'est comprendre les émotions et les besoins de l'autre. Ou même les façons de penser aussi de l'autre, donc, et qui ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. C'est intéressant de savoir que mon mode de fonctionnement n'est pas le même que l'autre, et si l'autre dysfonctionne, si je suis attentif à est-ce qu'il a besoin, je peux lui demander, mais je peux aussi parfois le deviner, et donc l'empathie, c'est vraiment se décentrer de ses propres besoins et d'aller se mettre dans les chaussures de l'autre, et de comprendre parfois, même si on n'est pas d'accord, son point de vue. Et ce que j'aime dire dans l'empathie, c'est qu'il n'y en a pas un qui a tort et un qui a raison. On n'est pas dans quelque chose de binaire. C'est vraiment, je trouve qu'il y a tellement de conflits à cause de ça, mais que ce soit entre frères et sœurs, mais entre adultes. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que lié au bac à sable. Hein. Que finalement, une divergence de point de vue ne veut pas dire qu'il y en a un qui a tort et qu'il y en a un qui a raison. Il peut y avoir 2 points de vue qui coexistent et qui se valent, et il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et un petit exercice qu'on peut faire, que ce soit des enfants, des ados et des adultes, on peut leur donner un sujet polémique, hein, ça peut être 2 équipes de foot, hein, il y en a qui est pour l'Union Saint-Gilloise et l'autre qui est pour le Standard, mais ils vont évidemment pas changer, mais ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi toi tu es pour le Standard et toi pourquoi tu es pour l'Union Saint-Gilloise. Et ils vont s'écouter, mais ça va être génial, l'échange. Surtout s'ils sont passionnés de foot tous les deux, parce que du coup, ils vont pouvoir dire mais ce joueur-là, t'as vu comment il joue, et celui-là, et en fait, ça peut être vraiment super intéressant. Et en fait, l'idée, c'est simplement de reformuler ce que l'autre pense, sans ajouter de contre-arguments. Hein. Donc, toi, tu penses que l'Union Saint-Gilloise, c'est génial pour ça, et toi, tu penses que le Standard, c'est génial pour ça, et puis c'est tout. Et puis après, c'est intéressant de demander aux ados comment ils se sentent après cet échange-là. Et en fait, il y a vraiment une paix qui est là, parce que chacun s'est senti écouté, et en fait c'est hyper chouette d'entendre quelqu'un raisonner. Moi je trouve que, voilà, bon après je suis psy pas pour rien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant de se mettre dans la tête de l'autre et de comprendre comment il fonctionne. Alors il y a aussi l'axe de l'automotivation. Ça c'est mon préféré. Oui, c'est intéressant d'être automotivé. L'automotivation, c'est vraiment mettre ses émotions au service d'un projet qui est un peu plus grand que soi. Et donc je trouve que moi je suis championne pour ça, pour me dire allez, on fait un truc de dingue, quoi. Et donc là j'ai une espèce d'énergie qui m'envahit quand il y a un projet d'envergure qui s'installe dans ma vie,
que ce soit perso ou pro, mais je peux pas me contenter d'un petit machin, quoi, parce qu'en fait, alors je me mobilise pas, c'est mon mode d'emploi. J'ai besoin de choses grandioses. Et donc, l'écriture d'un bouquin, la création d'un podcast, ce genre de choses, j'ai besoin de quelque chose, voilà, qui va faire que je vais m'allumer de tout mon être. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Oui, Non. ça c'est très important. Ça, c'est sûr. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que Heureusement. ce genre de choses, évidemment, on ne marche pas tout droit. Mhm. Donc, voilà. Donc, chaque fois, je me dis, il y a cette espèce de feu de départ qui fait que yes, on se lance, c'est génial, il y a un enthousiasme et c'est formidable. Et puis, sur le chemin, il y a toujours, dans tous les projets que j'ai faits, il y a toujours des petits et des gros cailloux qui vont venir se mettre sur le chemin. Évidemment. D'accord ? Et l'intelligence émotionnelle, ça n'est pas que j'allume un grand feu et on s'éclate. C'est aussi, mais quand il y a un petit caillou, quand voilà, il y a un désaccord, il y a un couac financier, il y a une contrariété, il y a comment on gère, quoi. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on surfe, comment est-ce que voilà, est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on tourne à gauche plutôt que d'aller tout droit, est-ce qu'on trouve des solutions, est-ce qu'on appelle quelqu'un. Donc c'est un peu toutes les stratégies adaptatives qu'on va mettre en place pour garder le cap, pour ou pas si c'est pas possible, hein. Donc l'idée n'est pas d'aller au bout de tout le temps, mais c'est aussi de se dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais avec ces émotions. Et donc je dirais que moi j'essaie si le projet est suffisamment grand, il est suffisamment nourrissant de sens et de joie pour moi, alors je ne vais pas abandonner. Si finalement les embûches sont telles que je pense à la crise de Covid, à un moment donné, il faut tout annuler. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi l'acceptation et le deuil de pouvoir se dire, oui, je me suis emballée à fond, j'ai donné de ma personne, mais je peux aussi accepter, faire le deuil que ça ne se passera peut-être pas, et c'est ok en fait. C'est dur, et voilà, mais l'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est soit je garde le cap parce que tout me dit que finalement ça, c'est possible, ou alors parfois c'est aussi l'adaptation. Et je dirais de ne pas rajouter de catastrophe à la catastrophe. Oui, parce que finalement, nos émotions, c'est justement elles qui font notre capacité d'adaptation. Tu disais tantôt, si on n'ouvre pas la porte, elle continue à frapper, ou même elle rentre par la fenêtre, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vrai qu'une tristesse qui n'est pas entendue, qui n'est pas digérée, qui n'est pas prise en compte, souvent, elle va justement rester et nous miner, ne pas se remettre la peine sur la peine. Et donc, je suis triste, accepter ma tristesse, parce que si je lutte contre, je vais juste en rajouter une couche et m'empêcher de passer à autre chose et de m'adapter à ce que la vie m'envoie comme message, comme gros caillou ou comme petit caillou, quoi. Oui, c'est vrai. Donc on a parlé de conscience de soi, maîtrise de soi, empathie, automotivation, et puis donc le dernier axe autour de l'intelligence émotionnelle, c'est la relation interpersonnelle. Oui, alors il y a des études qui ont été faites sur le bonheur à l'université d'Harvard, je ne sais plus quel est le chercheur, qui a fait une grande étude longitudinale et qui s'interrogeait sur ce qui rendait les gens heureux dans la vie. Miali. C'est C'est un nom indicible. Oui, hein. oui, tout à fait. Oui. Et en fait, ce sont des relations interpersonnelles harmonieuses. Donc, c'est vraiment ce qui nous rend le plus heureux dans la vie. Ce qu'on nomme la longévité, c'est vraiment de vivre des relations interpersonnelles harmonieuses. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir être bon là-dedans. Par contre, les relations toxiques, ça ne rend pas du tout heureux. Hein. Donc, mais les relations harmonieuses, c'est vraiment ce qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit le plus dans la vie. Et donc, de pouvoir avoir des clés, je trouve, c'est super intéressant pour progresser, pour passer parfois des paliers avec les personnes qui sont importantes pour nous. Ça peut être en couple, mais ça peut être aussi entre parents ou entre associés ou entre collègues, de pouvoir vraiment nourrir ces relations. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait des couacs et on a l'impression qu'on est bloqué et que l'autre nous énerve et que c'est tellement difficile. Mais si la personne est suffisamment importante pour nous, on va pouvoir mettre en place des stratégies, des moyens pour pouvoir passer au-dessus finalement de ce blocage qui ne nous convient pas. Ce serait chouette peut-être qu'on peut faire une suite et que dans le prochain épisode,
tu pourrais nous donner vraiment plus concrètement comment développer cet axe peut-être qui est intéressant des relations interpersonnelles et voir si on peut développer un outil concret là-dessus. Avec grand plaisir, oui, j'ai une très bonne idée. Oui, super. Écoute, alors voilà, on va te laisser choisir. Rendez-vous la semaine prochaine alors pour pouvoir appliquer. Voilà, et aller encore plus loin dans les relations interpersonnelles et qui nous tiennent à cœur aussi, évidemment, avec notre vision systémique des choses. Forcément, ça, c'est vachement important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.